Ah ah, il paraît que ça marche, mais je ne vois aucune question pour l'instant. Alors peut-être que vous me voyez, peut-être pas, j'en ai pas la moindre idée. Ah ben voilà des questions qui arrivent. Ah ben c'est bien, ça marche. Très bien. Bon voilà, ça marche, semble-t-il. Alors ce qui serait bien, c'est que vous posiez des questions. Donc je rappelle le thème du jour, l'alimentation émotionnelle. Est-ce que on peut manger pour se réconforter? Est-ce que ça a des conséquences sur le poids? Ce genre de choses. En attendant que vous vous posiez des questions, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a deux choses qui nous poussent habituellement à manger, et que deux finalement. D'une part, la faim. Quand on a faim, on a envie de manger. Et d'autre part, les émotions. Pour un certain nombre de gens qui ne supportent pas certaines émotions et certaines pensées pénibles, à ce moment-là, eh bien, ces émotions et ces pensées pénibles leur donnent des envies de manger. Voilà. Alors, une question. Faut-il ne jamais être frustré? Est-il quand même important d'apprendre à accepter la frustration? Peut-on se sentir frustré par choix sans que cela ait des conséquences négatives sur les pensées obsessionnelles, etc.? Alors oui, évidemment que dans la vie, il y a des moments où on a des émotions pénibles, la frustration par exemple, mais ça peut être aussi la colère, l'angoisse, toutes sortes d'émotions. Les émotions et la frustration font partie de la vie, ce sont des choses absolument normales, et certaines personnes les vivent ces moments désagréables aussi bien qu'ils le peuvent, et à partir du moment où ils acceptent finalement d'avoir ces émotions pénibles, par exemple la frustration en l'occurrence, eh bien, à partir du moment où ils se disent bon d'accord, je suis frustré, ok, essayons de comprendre pourquoi je suis frustré, qu'est-ce qui m'arrive, eh bien, à ce moment-là, eh bien cette frustration finit par partir d'elle-même. D'autres personnes sont beaucoup plus pressées de faire partir cette frustration et vont donc pouvoir utiliser la nourriture pour pour couper court en quelque sorte, sachant que manger des aliments gras et sucrés qui apportent un plaisir intense, à ce moment-là, calme les émotions. Ça n'est pas anormal de calmer ses émotions, de calmer sa frustration en se servant de la nourriture. Ce qui est anormal, c'est dans cette situation où on cherche à calmer ses émotions par la nourriture et en même temps, on se sent coupable de le faire. Alors à partir du moment où vous vous sentez coupable de calmer vos émotions avec de la nourriture, ben ça ne les calme plus parce que vous créez de nouvelles émotions pénibles. Et là, vous êtes pris dans un cercle vicieux qui vous conduit directement à la compulsion. Donc, si en fait vous calmez vos émotions calmement, d'une certaine façon, eh bien, il n'y a pas de compulsion pour vous faire, pour créer du plaisir en vous. Ça calme vos émotions, ça finalement vous fait du bien. Et une fois que vous avez une fois que vos émotions sont calmées, une fois que ça vous a fait du bien, eh bien vous vous arrêtez de manger, vous n'avez plus besoin de poursuivre. Par contre, si vous vivez, si finalement, si vous, vous vous retrouvez à culpabiliser de manger pour calmer vos émotions, à culpabiliser de manger des choses qu'il ne faudrait pas manger, à ce moment-là, vous basculez dans la compulsion. Ce que nous vous proposons sur Line Coaching, ce sont deux choses en fait. La première chose, c'est apprendre à calmer ses émotions avec de la nourriture calmement et donc arriver finalement à avoir plus de calme avec moins d'aliments, avec une quantité alimentaire beaucoup plus faible que si on part dans la compulsion. C'est ce qu'on a appelé l'EME, envie de manger émotionnel, zen. Donc, dans le programme, on vous apprend comment vous pouvez calmer vos émotions avec de la nourriture.
Et puis la deuxième chose qu'on vous apprend aussi, c'est mieux supporter vos émotions. C'est-à-dire accepter, quand vous avez une émotion pénible, de la vivre jusqu'à ce qu'elle veuille bien s'en aller d'elle-même. Et à ce moment-là, donc, eh bien, finalement, la nourriture est moins nécessaire. Et en fait, il faut faire les deux. Il est nécessaire de travailler sur ces deux aspects, s'autoriser à manger, parce que si on cherche à s'empêcher de manger, on aggrave son problème, donc il vaut mieux s'autoriser à manger pour calmer ses émotions. Mais d'un autre côté, si on a beaucoup trop d'émotions à calmer et qu'on passe tout son temps à calmer des émotions, eh bien, à ce moment-là, on va manger effectivement beaucoup. Ce qu'on vous apprend sur le site, dans le MEZN, c'est calmer vos émotions en mangeant attentivement des aliments agréables, en profitant de ces aliments, et puis, une fois que les émotions sont calmées, eh bien, d'attendre que la faim revienne pour remanger. Si vous avez trop d'émotions, vous ne pouvez pas attendre que la faim revienne pour remanger, et là, vous êtes en train de calmer des émotions en permanence sans vous arrêter, et donc, à ce moment-là, le MEZN ne peut plus fonctionner. Donc, il faut vraiment travailler sur, d'une part, l'acceptation émotionnelle, d'autre part, l'acceptation de calmer ses émotions par la nourriture. Alors, autre question. Alors, Isabelle dit, souvent je mange pour me réconforter, mais aussi je culpabilise. Donc voilà, c'est ça le démarrage du cercle vicieux, hein, et de la compulsion. Angélique pose une question sur quand on a une envie de manger émotionnelle, est-il préférable d'attendre un peu pour voir si elle passe? Alors, pas trop attendre quand même, hein, parce que si vous luttez, si vous vous empêchez de calmer vos émotions avec la nourriture, à ce moment-là, finalement, les efforts que vous faites pour finalement vous empêcher de manger vont augmenter l'émotion finalement et rendre encore plus difficile de la calmer. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de calmer vos émotions en mangeant, faites-le à un moment où les émotions sont encore petites, pas trop importantes, et donc n'hésitez pas à calmer vos émotions en mangeant, mais de la façon que j'ai décrite, c'est-à-dire je mange attentivement en me centrant sur le plaisir à manger. Si je suis attentif à ce plaisir à manger, je vais m'apercevoir que je peux calmer mieux mes émotions avec moins de nourriture. Hein. Ensuite, une fois que j'ai calmé mes émotions, j'attends que la faim revienne pour remanger. Comment limiter sa consommation d'aliments, demande Spud, quand on mange sans faim? Il ne s'agit pas de limiter sa consommation d'aliments, en fait. On ne va pas chercher à limiter sa consommation d'aliments, on va manger la quantité alimentaire nécessaire pour pouvoir retrouver le calme émotionnel, pour retrouver un calme émotionnel suffisant. Alors peut-être que ça va faire beaucoup de nourriture. Hein. Quand vous mangez pour calmer vos émotions, vous ne mangez pas pour calmer votre faim, vous ne vous occupez absolument pas de votre rassasiement et finalement de la quantité alimentaire que votre corps réclame. C'est pas votre corps qui réclame cette quantité alimentaire, c'est votre esprit. Et donc, ce qui va faire que vous allez vous arrêter de manger, c'est quand vos émotions seront suffisamment calmées. Alors, si vous avez eu besoin de beaucoup d'aliments pour calmer ces émotions, eh bien, la faim ne va pas revenir très vite à ce moment-là. Hein. Vous avez mangé beaucoup, et comme après, une fois qu'on a calmé ces émotions, on attend le retour de la faim, eh bien, peut-être que vous allez attendre beaucoup plus longtemps, parce que cette faim va mettre plus longtemps à revenir. Est-ce que la frustration alimentaire est forcément de la restriction cognitive? Ah, peut-être que j'ai mal fait mon machin là. Je vous ai répondu des tas de trucs, mais j'ai pas mis en évidence la question.
Bon, voilà. Bon, ouais, je sais pas encore bien faire, hein. Alors, est-ce que la frustration alimentaire est forcément égale à de la restriction cognitive? Peut-on parfois décider de rester frustré alimentairement par choix? Bah si, quand même, j'ai à peu près répondu à cette question, il me semble. Euh, voilà, si on pense que cette, cette frustration alimentaire, enfin, on peut être frustré par beaucoup de choses, pas seulement au niveau alimentaire, hein. Mais si on s'empêche de manger quelque chose que l'on désire et que pour calmer sa faim, on décide de manger autre chose que l'on ne désire pas, eh bien en fait, ça ne va pas marcher. On va continuer à désirer ce que l'on désire, hein. Cette idée qu'on vous dit souvent d'ailleurs, que beaucoup de gens vous disent, vous avez envie des gâteaux, ben non, mangez donc une pomme à la place, et comme ça vous n'aurez pas envie du gâteau. Eh bien, ça ne marche pas, hein. C'est quelque chose qui ne marche pas. Vous mangez votre pomme et vous avez quand même envie d'un gâteau. Et donc finalement, très probablement, vous allez manger la pomme et le gâteau. Donc, quand on décide de manger pour calmer ses émotions, il faut manger ce que l'on désire, parce que c'est ce que l'on désire qui va calmer les émotions et rien d'autre. Alors, parfois j'arrive à ne pas répondre à ma pulsion de manger un aliment. Cela intervient parce que je viens de petit déjeuner et que je n'ai pas faim, par exemple. Et la frustration ressentie passe finalement. Donc je me dis que parfois il est possible de vivre sa frustration tant qu'elle est mineure. Oui, tant qu'elle est mineure, il n'y a pas besoin de sauter sur des aliments systématiquement. Si vous avez une frustration qui est relativement mineure, par exemple, je ne sais pas ce que vous appelez une frustration, hein. Si c'est une frustration alimentaire, c'est-à-dire si un gâteau au chocolat. Bon. Et je me dis, bon, j'ai pris mon petit déjeuner, faim, j'ai envie d'un gâteau au chocolat, mais après tout, je peux très bien ne pas le manger. Eh bien, je ne le mange pas, hein. Où est le souci? Pourquoi je ne le mange pas et pourquoi ça ne me pose pas de problème? C'est parce que je sais que les gâteaux au chocolat sont permis. Je pourrais manger un gâteau au chocolat à un autre moment, plus favorable, parce que je sais aussi que manger un gâteau au chocolat alors que je n'ai pas faim du tout, eh bien, c'est pas vraiment un plaisir gustatif. Alors, comment ne pas être frustré si on ne partage pas le repas en totalité avec sa famille? Alors, vous pensez que il faut manger, si certaines personnes dans votre famille, quand vous mangez en famille, mangent quelque chose, eh bien, il faut que tout le monde mange la même chose, si j'ai bien compris, hein, c'est ça, hein? Donc, et si certains mangent certaines choses et d'autres, et vous pas, par exemple, hein, eh bien à ce moment-là, vous êtes frustré, hein. Euh, bon, moi je suis pas trop d'accord avec ça, hein, parce que je pense que chacun a son appétit. Les appétits sont différents. Il y en a qui ont besoin de plus de nourriture. Il y en a qui ont envie de certaines choses et vous n'avez pas particulièrement envie, hein. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de familles d'ailleurs où on accepte que tout le monde ne mange pas exactement la même chose. C'est assez courant parce que auparavant, tout le monde mangeait la même chose et finalement il y avait une sorte de synchronisation des appétits. On mangeait en famille, on mangeait tous les repas en famille. Alors qu'aujourd'hui, tous les repas ne se passent pas en famille. Par exemple, vous mangez à l'extérieur, par exemple, en dehors du Covid-19, bien sûr, vous mangez à la cantine ou dans un restaurant, entreprise, et puis vos enfants mangent à la cantine, et puis finalement, le seul repas que l'on fait véritablement ensemble, c'est le dîner. Et
au dîner, eh bien, chacun a déjà mangé des choses différentes pendant la journée et n'aura pas les mêmes appétences. Donc, dans beaucoup de familles, on accepte que tout le monde n'ait pas les mêmes appétences et qu'on n'ait pas vraiment envie de tous la même chose. Je crois que c'est quelque chose qui est devenu quelque chose de naturel. Alors, j'ai plutôt des envies de manger en fin de journée et j'ai l'impression que cela correspond à un besoin de réconfort et à une habitude prise dans l'enfance. Alors, les fins de journée. On va parler un petit peu des fins de journée. Ça, c'est un vrai problème, les fins de journée, pour énormément de gens. Et d'ailleurs, c'est tellement un problème que nous avons fait dans le programme Life Coaching une étape qui s'appelle fin de journée. Cette étape, on ne l'a pas mise dans le début du programme parce que on estime que pour pouvoir faire face correctement à ces fins de journée, il faut déjà avoir bien progressé sur beaucoup de choses auparavant. Et donc, voilà, cette étape fin de journée est un peu une conclusion où on reprend différentes choses que l'on a déjà apprises, écouter sa faim, écouter son rassasiement, s'autoriser à manger tout ce que l'on aime, tout en écoutant son rassasiement, bien sûr, manger attentivement et répondre à ses émotions, accepter de répondre à ses émotions par des prises alimentaires, avoir déjà travaillé sur ses émotions, par exemple, avec les techniques de pleine conscience. Voilà. Quand on a déjà fait tout ça, eh bien, les fins de journée sont beaucoup plus faciles. Pourquoi les fins de journée sont si difficiles? Elles sont difficiles d'abord parce que il y a des gens, beaucoup, qui essayent de contrôler leur alimentation pendant la journée. Le petit déjeuner, c'est sérieux, il est diététique. Ensuite, à midi, on essaye d'être sage et raisonnable, et là aussi, on mange diététique, et finalement, donc, on mange souvent moins que son appétit. Pourquoi? C'est parce qu'on mange souvent avec des collègues, par exemple. Là, je parle encore de la situation actuelle. Hein. On mange avec des collègues, et donc on est sous surveillance en quelque sorte, et on se tient bien. Un goûter, on n'y pense pas, parce qu'un goûter, c'est pas sérieux, il faut faire 3 repas par jour, on a un peu faim, mais ça fait rien. Et donc on arrive le soir, et le soir, on a très très faim. Donc c'est difficile, en fait, le soir, de ne pas avoir très envie de manger par faim. S'il n'y avait que ça serait relativement facile. Mais aussi, il y a ce qu'on peut appeler la fatigue émotionnelle. Pendant la journée, au travail, eh bien, on a fait beaucoup d'efforts pour ne pas montrer ses émotions, pour avoir un bon contrôle de soi, pour avoir calme, détendu et souriant vis-à-vis de ses collègues dans son travail. On a fait des grands efforts de concentration aussi dans le travail. Et tout ça, on a peut-être subi aussi des émotions pénibles que l'on a masquées, peut-être de la colère, parce qu'on nous a dit des choses désagréables dans le travail, peut-être de la frustration, de l'anxiété, enfin, toutes sortes d'émotions pénibles, toutes sortes de questionnements aussi pénibles que l'on a pu vivre à ce moment-là, et on a généré beaucoup, finalement, de fatigue émotionnelle. Et le soir, on arrive le soir où, souvent pour les femmes en particulier, eh bien, on attaque sa seconde journée. Il faut faire les devoirs des enfants, il faut faire la cuisine, il faut tout préparer, etc. Donc, ça se surajoute. Et donc, il y a le soir un cumul de la faim, de la fatigue émotionnelle, de tout ce qu'on a mis sous le tapis pendant la journée, du stress de la rentrée à la maison. Voilà. Et finalement, le soir est vraiment une période extrêmement difficile pour bien des gens, et c'est à ce moment-là qu'ils craquent. Qu'ils craquent tout de suite à table en mangeant beaucoup, qu'ils craquent avant de passer à table en mangeant beaucoup et en ayant plus faim au repas, mais en pensant que le repas, il faut le prendre quand même, ou bien qui arrivent malgré tout à se tenir à peu près bien pendant le repas, mais craquent après le repas. Voilà, donc
finalement, alors, ces fins de journée sont difficiles, et est-ce qu'il faut essayer de stopper ces envies? Eh bien, ce que j'en pense, c'est qu'il faut, le soir, si vous voulez, le soir, c'est déjà trop tard. Ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on vous apprend dans cette étape fin de journée, c'est de reconstruire vos journées. Il ne faut pas arriver dans cet état le soir. Il faut avoir suffisamment mangé pour avoir une faim modérée quand on arrive au dîner. Il faut s'être occupé de ses émotions au fur et à mesure de la journée sans les laisser s'accumuler et finalement qu'elles vous tombent dessus au moment de la soirée. Donc c'est toute la journée qu'il faut reconsidérer et où il faut s'occuper de soi régulièrement. Alors nous proposons par exemple des pauses, faire des pauses toutes les heures et demie par exemple, toutes les 2 heures, un petit peu comme ce que l'on vous dit quand vous conduisez en voiture, on vous dit toutes les 2 heures, vous faites une pause de 10 minutes. C'est raisonnable parce qu'au bout de 2 heures, l'attention, on n'a plus beaucoup d'attention et c'est là qu'on commence à faire des bêtises. Vous faites des bêtises au volant, vous avez un accident, vous faites des bêtises à votre travail, eh bien, vous faites mal votre travail et peut-être que vous avez essayé à ce moment-là, mais vous allez en perdre beaucoup parce qu'il va falloir rectifier toutes les erreurs que vous avez faites. Donc, il va falloir vous occuper de vous, et pour vous occuper de vous, il va falloir vous occuper de votre état émotionnel tout au long de la journée, par exemple, grâce à cette pause. Bon, je m'arrête là parce que ça va être l'étape que vous allez faire, j'espère, un de ces jours, fin de journée, mais ça vous donne déjà une idée de qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses ne dégénèrent pas. Alors, Coralie me dit, j'ai des envies de manger émotionnelles compulsives, puis des envies de manger émotionnelles compulsives et encore, sans fin, sans fin. Comment accepter de calmer ces émotions par la nourriture concrètement? Alors, je crois que j'ai déjà répondu à cette question en décrivant le Emozen, mais je crois que je vais recommencer parce que c'est finalement le fond de l'affaire, en quelque sorte. Hein. Alors, les envies de manger émotionnelles, je reprends. Les envies de manger émotionnelles sont les choses normales. Tout le monde en a. Parce que finalement, manger des bonnes choses pour calmer ses émotions est un truc extrêmement pratique. Extrêmement pratique et somme toute très anodin. En tout cas, beaucoup moins dangereux que par exemple d'essayer de calmer ses émotions avec de l'alcool. Ou bien d'essayer de calmer ses émotions par des actes intempestifs. Donc, finalement, manger, c'est une assez bonne solution. À condition que ça se passe bien, c'est-à-dire que vous vous autorisiez à manger ce que vous désirez. Donc la première question, c'est quel est l'aliment qui va me calmer le mieux? Est-ce que c'est du chocolat? Est-ce que c'est des biscuits au chocolat? Est-ce que c'est plutôt un aliment salé? Voilà, de quoi j'ai envie, hein? C'est quand même la première question. Et c'est ce dont j'ai envie qui va être le plus efficace pour calmer mes émotions. Et probablement la seule chose efficace. Donc, il faut aller vers ce dont vous avez envie. Donc, à ce moment-là, vous le mangez, et vous le mangez aussi calmement que possible, aussi attentivement que possible. Parce que ce qui va vous faire du bien, c'est les sensations alimentaires de dégustation. C'est le plaisir à manger. Et pour ça, il faut manger attentivement. Il faut garder les aliments en bouche pour avoir des sensations alimentaires avec ces aliments. Si vous avalez tout rond, vous allez avoir besoin de quantités alimentaires extrêmement importantes parce que chaque bouchée vous donne très peu de sensations alimentaires. Si vous dégustez longuement, peu d'aliments vont arriver à calmer vos émotions. Donc vous dégustez, donc il va falloir ralentir votre alimentation, et c'est là-dessus qu'il faut porter votre effort, manger attentivement, et ensuite vérifier à partir de quel moment vous avez suffisamment calmé vos émotions
pour pouvoir arrêter de manger et attendre à ce moment-là le retour de la faim, peut-être dans quelques heures, peut-être que ça va vous amener au repas d'après, ou peut-être que ça va vous faire sauter le repas d'après, ou retarder le repas d'après, ou en tout cas alléger le repas d'après. Alors, si vous faites ça, il n'y a pas d'envie de manger émotionnelle compulsive. Vous n'êtes pas dans la compulsion. Hein. Vous êtes dans calmer mon émotion, comme le font beaucoup de gens, en me faisant plaisir avec de la nourriture. Ça dégénère en compulsion quand, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous vous culpabilisez de manger, hein, et que vous êtes prise dans ce dilemme. Il faut que je mange pour calmer mon émotion, mais je n'ai pas le droit, hein, de manger pour calmer mon émotion. Et à ce moment-là, là, vous rentrez dans un cercle vicieux et ça dégénère en compulsion. Une fois que ça a dégénéré en compulsion, voilà, hein, qu'est-ce qui se passe? Vous mangez beaucoup trop. Hein. À ce moment-là, il vous faut beaucoup d'aliments pour calmer votre émotion. Et bien après, qu'est-ce que vous faites? Après, vous revenez à ce point où on attend le retour de la faim pour remanger. Comme vous avez mangé beaucoup, eh bien, il va falloir attendre assez longtemps. Alors, autre question. Comment différencier la faim et l'envie de manger émotionnelle? Ça, c'est une bonne question, je trouve, parce que effectivement, il y a des ressemblances. On a, dans les deux cas, envie de manger. Alors, finalement, la faim vous donne une envie de manger, et l'envie de manger émotionnelle, c'est une envie de manger. Et donc, il y a beaucoup de points communs. Mais il y a aussi des différences, et dans une des premières étapes qu'on vous propose dans Line Coaching, c'est de travailler sur votre faim, de devenir capable d'identifier vos signaux de faim. Alors ces signaux, c'est souvent un serrement de la gorge, par exemple, la bouche sèche, par exemple, hein, on sent envie de nourriture. Ça peut être un petit peu plus bas au niveau du ventre. On sent qu'on a le ventre vide, en quelque sorte. Hein. Si le ventre est très très vide, eh bien, ça correspond à ce que l'on dit l'estomac dans les talons. Hein. Et à ce moment-là, donc le ventre qui se serre, eh bien, ça vous crée un sentiment d'avoir envie de manger. Vous pouvez aussi avoir des appétences. Hein. Vous pensez à une nourriture et ça vous met l'eau à la bouche. Ça aussi, ça peut être un signe d'envie de manger. Ou bien vous pouvez avoir un petit peu plus bas encore dans l'abdomen, dans le ventre, plus proprement dit, à ce moment-là, des sensations de ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire vos intestins qui se contractent et qui donnent donc des gargouillis. Et ça aussi, c'est le signe que vous avez une faim qui est devenue assez intense. Si vous attendez encore, vous allez vous sentir faible, vous pouvez avoir des sensations de froid, et vous pouvez avoir aussi des variations émotionnelles. Vous êtes facilement irritable, quand quelqu'un dit quelque chose, ça ne vous plaît pas, etc. Et donc souvent, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui repèrent leur faim à leur changement d'humeur. Quand ils commencent à être de mauvaise humeur, peut-être que j'ai faim. Les bâillements aussi, les bâillements peuvent être un signe de faim. Donc, vous avez beaucoup de signaux de faim qu'il faut que vous appreniez à repérer. Et une fois que vous savez repérer ces signaux de faim, eh bien, vous saurez les différencier de l'envie de manger émotionnelle. Si les signaux de faim habituels ne sont pas là, c'est que c'est plutôt les émotions. Chacun a une façon de repérer sa faim qui lui est particulière. C'est pour ça, vous voyez, je vous ai énuméré toute une série de signaux, et c'est à vous de savoir les repérer. Alors, évidemment, il y a les petites faims, les faims modérées et les très grandes faims. Et donc, quand on a une petite faim, c'est souvent une modification de l'appétit, de l'appétence. Hein, on pense à certains aliments. L'eau nous vient à la bouche plus facilement. Et donc, ça, c'est des petits signaux, si vous voulez. La gorge qui se serre, c'est des petits signaux.
Voilà. Et par contre, quand vous en êtes à des gargouillis dans l'estomac, dans le ventre, quand vous en êtes à une irritation, quand vous en êtes à une faiblesse et une sensation de froid, là, c'est que vous n'avez pas mangé depuis déjà pas mal de temps, et là, c'est quand même une grande faim. Voilà, donc si c'est pas de la faim, c'est de l'envie de manger émotionnelle. C'est pour ça que c'est tellement important de savoir reconnaître les signaux de faim. Ceci dit, il faut remarquer quand même que la réponse, dans les deux cas, est la même. Si j'ai faim, eh bien, autant que je mange. Il n'y a aucune raison de ne pas manger quand on a faim. La faim justifie le fait de manger, même si ce n'est pas l'heure. En tout cas, ça justifie qu'on fasse par exemple un encas pour patienter jusqu'au dîner, jusqu'au déjeuner, pour éviter d'arriver au repas suivant dans un état de grande faim, puisque ce que l'on dit, c'est qu'il vaut mieux arriver au repas dans un état de faim modéré, parce que dans l'état de faim modéré, c'est là qu'on a le plus facilement le plaisir alimentaire. Quand on a une très grande faim, on se jette sur n'importe quoi, donc on se fiche du plaisir alimentaire, on est dans la souffrance. Et donc ce qu'on veut, c'est calmer la souffrance de la faim. Donc les gourmets le savent, pour vraiment profiter d'un repas, il faut avoir une faim sérieuse, mais modérée, pas trop intense quand même. Voilà, donc on peut manger quand on a faim, et puis bien évidemment, ça fait un petit moment que je le répète, on peut manger quand on a une envie de manger émotionnelle, c'est légitime de manger pour calmer ses émotions. Ce qui, je répète ça aussi, ce qui pose problème, c'est d'être obligé de le faire trop souvent, c'est-à-dire finalement de ne supporter aucune émotion, de réagir à n'importe quelle émotion par une envie de manger, et à ce moment-là, finalement, des émotions, on en a un peu toute la journée, et là, on ne peut plus contrôler finalement les choses, on va être obligé de manger en permanence, et donc jamais on va pouvoir attendre le retour de la faim. Et à ce moment-là, quand on en est là, il faut travailler sur les émotions. Il faut pouvoir devenir capable de vivre un certain nombre d'émotions petites et pas très gênantes sans manger. Il faut pouvoir, il faut pas que l'on soit obligé systématiquement pour n'importe quelle émotion mineure de manger parce qu'on a une tolérance émotionnelle beaucoup trop forte. Alors, ensuite, Christelle me dit, problème le soir, une fois le travail terminé, vers 17h, grande envie de manger émotionnelle, mais grande fatigue et stress de toute la journée qui entoure. Je mange même en hémolysène, je n'ai plus faim à l'heure du repas. Embêtant pour partager le repas. Bon, j'ai déjà pratiquement répondu à ce que vous disiez, à ce que vous dites en parlant de cette étape de fin de journée. Donc là, c'est tout à fait l'exemple de ce que je disais, c'est le cumul de toute une série de choses qui vous donnent une envie de manger. La faim, la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, le stress, etc. Donc là, vous vous jetez sur la nourriture et finalement, vous mangez avant le dîner. Et effectivement, si vous avez mangé avant le dîner, eh bien, le dîner devient un repas superflu. Le dîner devient un deuxième repas. Vous allez manger une deuxième fois. Vous n'avez qu'une seule faim et vous faites 2 repas pour une seule faim. Alors forcément, vous allez trop manger. Si les choses ont dégénéré de cette façon-là, eh bien, il faut accepter que votre repas a déjà été fait et donc ne pas faire le repas en famille. Si vous vous en sentez capable, vous pouvez tenir compagnie à votre famille, par exemple, en vous mettant une assiette et en disant à tout le monde, en fait, j'ai déjà mangé, j'ai grignoté, j'avais très très faim tout à l'heure, et là j'ai plus faim, et je vous tiens compagnie, je vais manger quelques feuilles de salade, et puis voilà. Et donc c'est important aussi de pouvoir dialoguer avec votre famille, de pouvoir dire j'ai déjà mangé, de pouvoir dire j'avais très très faim et voilà j'ai mangé, bon, j'aurais pas dû mais c'est comme ça, je l'ai fait quand même
hein. Et donc j'ai plus faim, et donc je ne vais pas remanger. Hein. Essayer de camoufler sa compulsion alimentaire en faisant semblant de ne pas l'avoir eu, et faire un deuxième repas, c'est ce que vous pouvez faire de pire finalement. Hein. Ça vous fait 2 repas. C'est comme ça que vous allez grossir. Alors, Oriane me dit que j'ai fait une réponse très claire. Je ne sais pas très bien à quelle question, mais très bien, je suis bien content d'avoir fait une réponse claire. Alors, Coralie, qui me dit « J'ai une vie très tumultueuse depuis plusieurs années, déménagement tous les 4 mois, changement de travail. J'ai l'impression que cette instabilité m'empêche de progresser. Comment puis-je faire pour stabiliser mon vécu émotionnel ?» Ah ben oui, hein, c'est vrai. Alors, il est tout à fait exact que avoir une vie instable est un facteur de stress très important. Et par exemple, il y a eu une époque où on avait essayé de mesurer les facteurs de stress. Et on avait fait une échelle de facteurs de stress à l'époque. Je ne sais pas si elle existe, si on s'en sert encore, je ne crois pas. Dans cette échelle de facteurs de stress, il y avait par exemple les déménagements. Hein. Le déménagement, même un déménagement bien vécu, parce que vous déménagez pour un endroit plus sympathique, plus joli, plus agréable, etc., est un stress. On perd ses points de repère, il faut se réinstaller, voilà, les commerces que l'on connaissait, ben voilà, il faut tout recommencer, etc. Le changement de travail, ben c'est pareil, c'est un stress, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait face au stress? Eh bien, voilà, hein, des stress, on en a tout le temps. Et il y a des moments où on en a plus qu'à d'autres moments, bien sûr. Alors, ce que nous vous proposons à l'Aide Coaching, c'est 2 choses. D'abord, la pleine conscience. Alors, peut-être que j'ai envie là, de prendre un petit moment pour vous développer un petit peu finalement la philosophie de la pleine conscience pour être sûr que vous compreniez bien en quoi ça consiste. La pleine conscience ne consiste pas à calmer ses émotions. Elle ne consiste pas à passer un bon moment. Elle ne consiste pas à sortir de là en étant détendu ou en ayant l'impression qu'on a touché au nirvana. Absolument pas. Donc la pleine conscience, ça consiste essentiellement à vivre le moment présent et tout ce qui est dans ce moment présent. Et généralement, ce qui est dans ce moment présent, dans les périodes où vous vivez des stress difficiles, eh bien, c'est ce stress qui réapparaît très généralement quand vous faites une séance de pleine conscience, c'est-à-dire que vous sentez ce stress dans votre corps, vous avez des pensées qui reviennent et ces pensées, souvent allument différents, soit des scénarios dans le futur, c'est-à-dire que ce sont souvent des scénarios de catastrophe, est-ce que je vais m'en sortir, comment je vais m'en sortir, etc. Et vous imaginez des tas de choses. Donc là, vous passez dans le futur, hein, avec des scénarios de catastrophe, ou bien, au contraire, ces pensées automatiques réveillent des souvenirs du passé. Vous essayez de comprendre finalement la situation dans laquelle vous êtes à la lumière du passé, et là vous replongez dans le passé, et donc que vous soyez dans le futur ou bien dans le passé, vous avez quitté le présent. Donc la pleine conscience, c'est vraiment je reste dans le présent. Et j'accepte ces voyages dans le passé, ces voyages dans le futur, pour revenir à chaque fois dans le moment présent. Alors, les séances de pleine conscience ne sont donc pas forcément des moments agréables. Ça peut être aussi des moments où on doit vivre le stress, vivre des choses un petit peu difficiles et attendre que ça se calme de soi-même. À partir du moment où on accepte de vivre les choses difficiles, eh bien, elles deviennent plus faciles. Alors, j'ai dit qu'il y avait 2 choses. Hein. Donc, le travail sur la pleine conscience, et puis, ce qu'on vous propose aussi dans le programme de l'Aide Coaching, c'est un travail de thérapie cognitive
et en particulier de diffusion avec les pensées automatiques. Alors ces pensées automatiques qu'on peut aussi appeler, qu'on appelle aussi des pensées gâchettes, ce sont des pensées qui lancent les scénarios de catastrophe ou bien qui lancent des souvenirs difficiles et qui vous font souffrir. Et donc, il s'agit de prendre le mal à la racine, en quelque sorte, et de travailler sur ces pensées gâchettes ou ces pensées automatiques pour éviter qu'elles n'enclenchent automatiquement ces voyages vers le futur ou vers le passé. Voilà, donc vous êtes stressé. Alors la pleine conscience, ça a été une méthode qui a été mise au point, qui a été mise au point par un Américain qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui était médecin, et qui est toujours médecin d'ailleurs, et qui a mis au point cette méthode justement comme technique anti-stress, pour faire face au stress. Donc, en fait, la pleine conscience est tout à fait une méthode adaptée pour travailler sur le stress, et surtout sur tous les stress, sur les stress émotionnels. Alors, Grace me dit, généralement, c'est la vue de l'aliment qui m'amène à consommer sans avoir faim. Comment travailler pour essayer de minimiser ces apports alimentaires? Alors, ben oui, si vous voyez un gâteau dont vous avez envie, que vous désirez, et si ce gâteau est un gâteau que vous aimez beaucoup, eh bien, peut-être que vous avez envie de le consommer. Mais vous avez envie de le consommer parce qu'en fait, vous êtes en restriction cognitive, parce que ce gâteau est interdit, parce que vous êtes privé de ce gâteau. Donc, à partir du moment où ce gâteau est visible et à disposition, à ce moment-là, vous avez tendance à sauter dessus. Si vous n'êtes plus, alors c'est vraiment ce qu'on appelle dans le programme la peur de manquer de ce gâteau. Si vous n'êtes plus en restriction cognitive, à ce moment-là, les choses sont tout à fait différentes. Parce que vous voyez ce gâteau, vous vous dites « Ah oui, c'est un gâteau que j'aime bien », et la question que vous vous posez, enfin vous vous dites « C'est un gâteau que j'aime bien, mais les gâteaux que j'aime bien, je peux les avoir quand je veux. Je sais où est la pâtisserie où on les achète, et donc je peux y aller quand je veux. Je peux manger ce gâteau aujourd'hui, tout à l'heure, dans 3 heures, demain, ou jamais. Et supposons que je ne le mange pas parce que finalement, je l'oublie ce gâteau et qu'il finisse par s'abîmer, c'est pas bien grave parce que je sais où je peux aller en racheter et donc parce que c'est toujours à disposition, ce gâteau est toute ma vie à disposition. Je ne vais jamais manquer de ce gâteau. Et donc à ce moment-là, ma question, puisque je sais que je ne vais jamais manquer de ce gâteau, c'est est-ce que j'ai envie de manger ce gâteau maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Ah, non, on m'informe que notre webinaire va durer jusqu'à 19h10 parce qu'on a commencé en retard. C'est une bonne nouvelle pour vous, hein, pour moi aussi d'ailleurs, parce que finalement ça se passe bien. Alors donc, j'en étais où? Alors j'en étais finalement que si vous n'êtes pas en restriction cognitive, vous vous dites, je vais manger ce gâteau si vraiment j'ai vraiment envie de ce gâteau maintenant. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai suffisamment d'appétit pour vraiment profiter de ce gâteau? Et si j'estime que je n'ai pas suffisamment d'appétit, je me dis, non, je préfère attendre un petit peu que mon appétit augmente pour mieux profiter de ce gâteau. Voilà. Donc, il n'y a pas d'urgence. Donc, ma réponse à votre question, c'est, en fait, vous êtes en restriction cognitive, c'est parce que c'est pour ça que la vue de l'aliment déclenche cette envie de manger frénétique. Dès lors que vous allez faire le programme et sortir de la restriction cognitive après avoir fait toutes les étapes nécessaires pour cela, eh bien à ce moment-là, vous vous sentirez en sécurité alimentaire. Je sais que je peux manger les choses que j'aime quand je veux, et la question c'est, est-ce que c'est maintenant que je veux? Alors, une image mentale d'une nourriture, je suppose d'une nourriture appétissante, hein, je pense à ce gâteau au chocolat, et est-ce que ça peut être un signal de faim?
Oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que il y a des moments, par exemple, vous pouvez vous dire, mais est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que j'ai, voilà, est-ce que mon envie de manger, est-ce qu'elle en vaut, est-ce que ça vaut la peine de manger? Alors, je me représente en train de manger quelque chose de sympathique. Alors, oui, d'accord. Je me représente en train de manger quelque chose de sympathique et je me dis, oui, bah, je m'y vois bien, là je sens que je vais avoir du plaisir, je peux imaginer ce plaisir gustatif que je vais avoir, et donc effectivement je pense que j'ai au moins une petite faim, ou peut-être même une faim modérée. Et au contraire, il peut arriver que je me dise, par exemple, supposons que eh bien, je sorte de table, ça fait une heure ou deux que je suis sorti de table, et là, je tombe sur un gâteau, et je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de manger ce gâteau? Alors, je m'imagine en train de le manger, je suis parfaitement capable d'imaginer les sensations alimentaires que je peux avoir à ce moment-là, et je m'aperçois que finalement, je vais pas avoir, ça va pas être l'extase. Et parce qu'en fait, j'ai pas vraiment faim. J'ai pas, voilà, j'ai pas plus envie que ça de ce gâteau. Et donc, je me dis, ce que je vous disais, bon bah, autant attendre un petit peu, c'est pas le bon moment. Voilà. Alors, une question qui nous change un petit peu là. Comment éviter le grignotage social lors des réunions de travail? Alors oui, le grignotage social, il n'y a pas que ça, hein. Donc, il y a effectivement des gens qui traitent de façon extrêmement sympathique pour la réunion du matin ou de l'après-midi, apportent des viennoiseries, c'est extrêmement sympathique, c'est chaleureux, c'est une bonne intention, hein. Euh, il y a aussi les apéritifs, hein, l'apéro, comme on dit. Le problème des apéros, c'est que si vous avez très faim, hein, si vous avez laissé votre faim monter avant l'apéro du soir, eh bien, vous allez vous jeter sur tout ce qu'on vous sert à l'apéritif et vous allez gâcher votre dîner. Donc, en fait, c'est un peu ça qui se passe avec ce grignotage social, si vous voulez, hein. C'est vous gâchez le repas d'après. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est un problème d'affirmation de soi, hein, d'arriver à dire, eh bien, je vais prendre un tout petit bout, mais pas plus, hein, parce que entre la viennoiserie, qui est très sympathique, et puis le repas qui va suivre, je préfère le repas qui va suivre. Ou alors, je peux aussi me dire le contraire des fois, hein. Je peux aussi me dire, j'ai vu ce qu'il y avait comme dîner, c'est à la cantine, c'est pas terrible. Là, on me sert des viennoiseries qui ont l'air extrêmement sympathiques. Et finalement, je préfère les viennoiseries. Et là, je me dis, bon, ben, je vais plutôt manger les viennoiseries. Et c'est à table après que je ne mangerai pas, ou que je chipoterai dans mon assiette, ou que je ne mangerai pas beaucoup. Donc, il faut faire un choix. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut manger ce qui vous paraît le plus sympathique, en l'occurrence. Et alors, est-ce que quelqu'un pourrait me poser la question? On ne me l'a pas posée, mais on pourrait me la poser. Ce qui me paraît le plus sympathique, ce sont les viennoiseries, mais c'est pas bon pour l'équilibre alimentaire. Eh bien, en fait, non, c'est pas un véritable problème. Parce que si vous mangez des viennoiseries, vous allez vous apercevoir que votre désir de viennoiserie va vite s'épuiser et que vous aurez envie de changer d'aliment. Et que plus on mange des choses grasses et sucrées, plus on a envie de légumes. Et plus on mange de légumes d'ailleurs, et plus on a envie de choses grasses et sucrées. Donc une fois que vous êtes sorti de la restriction cognitive, une fois que vous n'êtes plus prisonnier de vos émotions et de ces envies de manger émotionnelles, eh bien l'équilibre alimentaire se reconstruit de lui-même. C'est pas merveilleux ça? Alors je passe, alors voyons voir un peu. Audrey me pose une question. Pourquoi a-t-on une faible tolérance aux émotions? Ouais, c'est une question intéressante, je trouve, hein, ça de se demander pourquoi certaines personnes peuvent avoir une faible tolérance aux émotions. Alors, c'est déjà dû au fait que si vous réagissez à toute émotion
par une prise alimentaire ou par une prise d'alcool ou par un évitement quelconque, par exemple, euh, partir sur des écrans, par exemple, pour vous changer les idées, fuir finalement le moment présent, à ce moment-là, plus vous fuyez le moment présent, plus vous évitez vos émotions et plus votre intolérance aux émotions augmente. Et donc, vous vous retrouvez, au début, vous fuyez peut-être des émotions qui étaient assez fortes, et puis après des émotions aussi les émotions faibles, et vous finissez par ne plus rien supporter. C'est un peu l'histoire de la princesse au petit pois. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, hein, cette princesse qui était extrêmement sensible, avait une peau extrêmement sensible, qui faisait l'admiration de tout le monde, et sous 12 matelas, elle sentait un poids qui l'empêchait de passer une bonne nuit. Hein. Donc elle était devenue hypersensible. Alors, voilà, c'est une des raisons qui fait qu'on peut développer une faible tolérance aux émotions. En fait, on a développé une faible tolérance aux émotions parce qu'on l'a construite soi-même en ne supportant plus aucune émotion et en évitant toute émotion. Je crois que c'est la principale, finalement. Je crois que c'est un petit peu comme ça que ça se passe la plupart du temps. Donc, c'est aussi le travail que vous faites avec la pleine conscience, c'est d'augmenter votre tolérance émotionnelle, d'apprendre à vivre vos émotions sans les fuir. C'est ça, finalement, l'apport le plus important de la pleine conscience. Alors, Coralie encore, tout le temps là, Coralie. Hein. Alors, je vous remercie pour vos réponses. Je me réconforte en mangeant un aliment gras sucré favori, en le dégustant, mais je ressens également un besoin de me remplir. Y a-t-il une façon de pallier à ce deuxième problème? Eh bien non, en fait. C'est vrai que souvent, on cherche, enfin, le fait de remplir son estomac, finalement, calme aussi les émotions. Il y a le plaisir gustatif, d'un côté, et il y a le fait de remplir son estomac. Et chez les boulimiques, par exemple, c'est l'effet recherché. Hein. Quand l'estomac est bien plein, un peu comme dans la chanson de Carlos, hein, j'ai la peau du ventre bien tendue, merci petit Jésus. À ce moment-là, ça calme bien les émotions. Mais en fait, ça marche pas si bien que ça, finalement. Ça marche temporairement. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes bien rempli, supposons que vous essayez, par exemple, comme on vous le conseille très souvent, de vous remplir avec des haricots verts plutôt qu'avec des gâteaux. Eh bien, a priori, on peut se dire, je me remplis avec des haricots verts ou avec du fromage à 0%, et donc, voilà, il n'y a pas péril en la demeure, hein, puisque finalement, je suis bien rempli, ça a calmé mon émotion, et j'ai pas fait finalement d'excès alimentaire sur le plan calorique. Eh bien, faites l'essai, et vous verrez que au bout de assez peu de temps, je dirais 1 heure peut-être, à peu près, eh bien, vous avez toujours l'estomac plein, mais l'émotion revient. Hein. Finalement, le fait de calmer son émotion par le volume ne marche que pendant un temps temporaire. Et cette sensation, finalement, d'avoir de nouveau une émotion à calmer alors que le ventre est plein, est une émotion qui est finalement un état qui est assez désagréable, que les gens vivent assez mal, hein, c'est-à-dire, bon, ça y est, je suis pleine, et pourtant, ça y est, ça recommence. Bon, hein, comment on fait? Alors, je déconseille, je pense qu'il faut vraiment se désintoxiquer de cette idée de calmer ses émotions par le volume. Il faut apprendre à calmer ses émotions par le plaisir gustatif. Est-ce une bonne idée de jeter ses émotions sur un carnet, sur un notex ou dessin pendant les pauses boulot, que vous conseillez toutes les 2 heures pour occuper? Oui, 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 ça c'est une très très bonne idée. Hein. Ça vous permet, si vous notez vos émotions pendant la pause que vous faites pour
justement vous recentrer sur vous-même, eh bien, c'est ce qu'on conseille d'ailleurs dans l'étape de line coaching, sur ces pauses, eh bien, c'est de passer en revue ce qui s'est passé dans les 2 dernières heures avant la pause, de se dire, bon voilà, qu'est-ce que j'ai vécu pendant ces 2 heures, quelles sont les émotions que j'ai vécues, qu'est-ce que je me suis dit, quels ont été les problèmes, et donc de les passer en revue, de les revivre à ce moment-là, pour finalement les digérer en quelque sorte, et faire en sorte que on digère les problèmes émotionnels au fur et à mesure, et on ne les laisse pas s'accumuler pour le soir. Alors, c'est libre. La compulsion est due à la culpabilité et donc aussi à l'esprit de restriction. Comment sortir de cet état d'esprit? Alors oui, c'est ce que j'ai dit, hein, finalement, ce qui fait basculer dans la compulsion, c'est la restriction cognitive, avec la peur de manquer, avec la culpabilité à manger certains aliments, avec la honte de ne pas être capable de se contrôler. Enfin, voilà. Finalement, l'envie de manger émotionnelle glisse dans la compulsion à cause, en particulier, de la restriction cognitive. Euh, alors, comment en sortir? Sortir de la restriction cognitive. Vous avez dans le programme des étapes qui sont un travail sur la restriction cognitive, donc on vous apprend à manger tout ce que vous aimez, à finalement vous déculpabiliser, dédiaboliser tous les aliments, et apprendre à les manger comme ils doivent se manger, c'est-à-dire avec beaucoup de plaisir, en les dégustant, en étant très attentif à ces sensations alimentaires, et en repérant le moment où ces aliments ne nous apportent plus de plaisir gustatif, ce qui correspond à ce qu'on appelle le rassasiement gustatif. Donc, voilà, c'est le travail qu'on vous fait faire sur la restriction cognitive. Et puis, bien évidemment, il y a aussi ce travail sur toutes les émotions qu'il faut pouvoir, il faut pouvoir augmenter suffisamment sa tolérance émotionnelle sans se priver de manger pour calmer ses émotions si c'est vraiment nécessaire, mais il ne faut pas que ça soit en permanence ce que l'on fait. Alors, euh, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Existe-t-il un lien entre certains aliments de compensation et certaines émotions? euh, Besoin de croquant pour la colère? Oui, on pourrait dire ça, oui, effectivement. Peut-être on a plus envie de croquer quand on est en colère et qu'on a envie de choses plus douces et plus qui coulent un peu dans la bouche si on est dépressif, etc. Peut-être, on peut peut-être dire ça, oui. En tout cas, pour le croquant et la colère, je serais d'accord. Mais bon, il ne faut pas en faire un système. Voilà, je crois qu'on arrive sur la fin de ce webinaire. J'espère que j'ai pu répondre à toutes. J'ai répondu à presque toutes les questions. Je ne sais pas si vous préférez finalement ce système-là, le webinaire, au système par écrit. Peut-être, en tout cas pour les commentaires qui ont déjà été faits, les gens trouvent que c'est plus vivant par le webinaire. Donc, si les commentaires que vous faites vont dans ce sens, à ce moment-là, on continuera de cette façon. Au revoir et à bientôt.